Dans cette dernière partie de la section D, nous allons construire la chromodynamique quantique, c'est-à-dire que nous allons construire une action invariante de jauge qui décrit la dynamique du champ A et du champ de jauge, donc de cette théorie. C'est un peu l'équivalent de construire l'action de Maxwell à partir du tenseur de Faraday et de construire le tenseur de Faraday à partir du quadripotentiel électromagnétique, mais maintenant pour la chromodynamique quantique, donc pour les champs de gluons. Donc, quel serait le tenseur de Faraday ici? Si on suit la prescription de l'électromagnétisme, on penserait tout de suite que cette quantité serait le tenseur de Faraday correct qui pourrait figurer dans une action pour le champ A. Malheureusement, cette forme-ci n'est pas invariante de jauge. Donc, si j'applique la transformation de jauge que je répète ici, là, eh bien, cette forme n'est non pas invariante de jauge, mais elle se transforme de manière compliquée. Donc, c'est un peu sans espoir. Mais on peut sauver la situation en remplaçant les dérivées ordinaires par des dérivées, covariantes ici. On n'avait pas besoin de faire ça dans le cas de l'électromagnétisme parce que ça n'ajoute absolument rien. Ça ne change pas la forme du tenseur de Faraday parce que les deux termes de dérivées covariantes qu'on ajoute dans le cas de l'électromagnétisme s'annulent l'un et l'autre, donne quelque chose qui est symétrique quand j'échange mu et nu. Mais dans le cas non abélien, donc dans le cas du groupe SU3, c'est différent. Donc, je pose donc cette forme pour le tenseur de Faraday, et si je la développe au long en me servant de la définition de la dérivée covariante qui est ici, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ce que j'avais en haut, plus donc cette partie qui provient du fait que en appliquant del mu sur A nu, j'ai appliqué IG A mu sur A nu. Donc, j'ai IG fois A mu A nu. Et je soustrais le terme correspondant obtenu en échangeant nu et mu. Et donc, j'obtiens un commutateur des deux champs de jauge. Bien sûr, les champs de jauge sont des combinaisons des générateurs de SU3, donc le commutateur n'est pas nul. Donc, lorsque je procède à un changement une transformation de jauge, donc, la question, c'est qu'est-ce qui arrive à ce tenseur de Faraday? Donc, quelle est cette expression finalement? C'est la question. Bon, alors, calculons tout simplement ce que vaut ce premier terme du tenseur de Faraday transformé. La dérivée covariante transformée, c'est la dérivée ordinaire plus IG fois le champ de jauge transformé. Donc, le champ de jauge transformé est donné par cette relation ici. J'ai simplement multiplié par I fois G, ce qui explique le moins 1, par exemple, ici. Et le A nu, bien sûr, serait donné encore une fois par cette formule, en remplaçant mu par nu. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. On va développer ce produit. La dérivée qui est ici va pouvoir agir sur chacun des facteurs ici. D'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, si la dérivée agit sur U, ça me donne ce terme. Si elle agit sur A nu, ça me donne ce terme ici. Si elle agit sur U DAG, ça me donne ce terme. Et ainsi de suite. Donc, si elle agit sur ça ici, ça me donne la double dérivée qui est ici. Si ça agit sur U DAG, ça me donne ce terme ici. Et le reste, ce n'est que les différents produits. Par exemple, celui-ci, étant donné que U DAG fois U égale 1, me donne cette combinaison-là. Ça fois ça. Alors, pour s'en sortir, ici, il faut utiliser le fait que la dérivée de 1 est égale à 0. Donc, la dérivée de U DAG fois U est égale à 0. Et donc, quand je développe les dérivées, j'obtiens que cette façon de présenter, donc la dérivée de U DAG fois U, c'est la même chose que moins U DAG fois la dérivée de U. Et ça peut se faire dans l'autre ordre aussi, comme ça. Donc, le terme qui est ici, qui revient à ça, je pourrais le transformer comme ceci, avec un moins, et en mettant le U en premier. Donc, quand je mets le U en premier et que ça frappe le U DAG qui est ici, bien sûr, ça donne un 1, et je me retrouverai avec ce terme ici. Alors, notez que j'ai un I et un I, ça fait un moins 1, mais j'ai le moins qui est ici, ce qui fait un plus au total. Donc, c'est pour ça que j'ai cette forme. Et j'ai une annulation aussi entre G et 1 sur G. Donc, ce terme-là, on l'a réglé. Il pourrait avoir ce terme-ci. Encore une fois, U DAG U donne 1. Donc, j'aurai moins del mu A nu U DAG. Et finalement, le dernier terme qui est ici, que je vais traiter de la même manière, c'est-à-dire en remplaçant ça par ça ici, ce qui fait que le U et le U DAG
vont s'annuler et ça va me donner simplement le dernier terme qui est ici, qui est un produit des dérivés de U. Donc, c'est assez compliqué. Cependant, il faut se rappeler que dans le tenseur de Faraday, je dois soustraire un terme où j'ai échangé mu et nu. Donc, je peux me débarrasser de tous les termes là-dedans qui sont symétriques lorsque j'échange mu et nu. Alors, quels sont ces termes? Premièrement, donc, je les ai codés par couleur ici. Ce terme-ci et celui-ci, de toute façon, s'annulent mutuellement, donc pas besoin d'en parler. Ce terme ici est donc obtenu de celui-ci en échangeant mu et nu, donc c'est donc symétrique quand j'échange mu et nu, donc ça va disparaître quand je fais la soustraction du deuxième terme du tenseur de Faraday. Celui-ci est déjà symétrique en mu et nu, donc il s'en va aussi. Ça, bien sûr, c'est symétrique quand j'échange mu avec nu, donc ça va disparaître. Et tout ce qui me reste à la fin, ce sont ces deux termes-là. Donc je vais les écrire. Voilà. Donc, à toute fin pratique, cet objet-là n'est pas égal à ça, mais à toute fin pratique, ça l'est quand je soustrais l'autre terme du tenseur de Faraday. Donc j'obtiens donc un tenseur de Faraday transformé qui serait égal à donc, ceci quand je soustrais la contrepartie en échangeant nu et mu, et même chose ici. Évidemment, ça, ce n'est pas symétrique parce que les matrices A mu et A nu ne commutent pas entre elles parce que c'est des combinaisons de générateurs. Donc, je dois écrire ici un commutateur. Et, somme toute, cette expression-là est exactement la même que U fois le tenseur de Faraday fois U d'Ag. On se rappelle que le tenseur de Faraday a cette forme ici. Donc, il y a un commutateur dedans. Donc, c'est très bien. Le tenseur de Faraday se transforme de manière simple par une transformation de jauge, comme ceci. Il se transforme comme une transformation unitaire, affecte un opérateur. Si maintenant je développe ce que vaut le tenseur de Faraday en fonction des générateurs, eh bien, donc, la forme qui est ici, alors je retourne ici, donc cette forme. Quand je la développe en fonction des générateurs, chacun des champs ici va être développé simplement en fonction des générateurs, alors que ça ici, bien, ça va mener à un commutateur de générateurs, n'est-ce pas? Donc j'aurai ici exactement cette expression. J'aurai un développement sur les générateurs, où j'ai maintenant les champs A mu avec un indice de générateur, alors qu'ici j'aurai simplement un commutateur de générateur. J'ai simplement fait le développement des champs A. Cependant, j'ai le commutateur de générateur ici, ce qui me permet de réécrire le tenseur de Faraday aussi comme un développement sur les 8 générateurs, comme ceci. Et donc, le coefficient FA mu nu serait donné par ça ici, fois, bien, alors, sachant cela ici, je pourrais remplacer TB, TC par un développement qui fait apparaître TA, n'est-ce pas? Donc, je pourrais écrire, je vais les réécrire en rouge, différemment, c'est-à-dire que je vais simplement prendre la même relation, mais je vais faire des substitutions d'indices. Donc, ça ici, je pourrais l'écrire comme IF, B, CA, TA. D'accord? Donc, je fais ça, j'ai un I, j'ai un autre I ici, ça fait un moins, j'ai un G ici, et j'aurai FBCA fois ce produit. D'accord? Donc, j'ai un tenseur de Faraday qui, en fonction des champs qui, eux, ne sont pas des matrices, mais des champs qui sont des nombres, enfin des composantes de quadrivecteurs, qui a la forme du tenseur de Faraday en électromagnétisme, plus un terme qui est quadratique en A, ce qui est tout à fait nouveau ici. Bon, sachant cela, quel devrait être le Lagrangien qui décrit le champ A, tout en me basant sur le Lagrangien de l'électromagnétisme qui est donné par cette forme ici. Alors, je vais poser que ce Lagrangien est donné par cette expression ici. Je prends la trace du produit des tenseurs de Faraday qui sont eux-mêmes des matrices dans l'espace des générateurs. Donc, c'est
dans l'espace des couleurs, excusez-moi. Donc, quand je transforme, quand je fais une transformation de jauge sur ce Lagrangien, je devrais bien sûr obtenir la même chose. C'est une des exigences. Le Lagrangien doit être invariant de jauge. Donc, je fais ça. Ici, fort heureusement, les tenseurs de Faraday transformés sont obtenus en mettant le tenseur de Faraday entre une matrice U et U DAG, comme ça. D'accord? Donc, j'ai ça ici, ça. Le U qui est ici annule le U DAG qui est là. Et comme c'est une trace que j'ai supposée ici, bien la trace étant cyclique, je peux prendre la matrice qui est ici et la ramener de l'autre côté. Donc, ça ferait U DAG qui donne 1 aussi. Et donc, je me retrouve avec exactement la même expression qu'avant. Donc, ça confirme que cette hypothèse est bonne pour respecter l'invariance de jauge. D'autre part, si je l'écris en fonction des générateurs, donc je développe chacun de ces facteurs ici selon les générateurs. Donc j'ai un FA menu fois TA et un FB menu fois TB. Eh bien, la trace se reporte uniquement sur les générateurs et la trace de TATB, c'est delta AB divisé par 2. Donc, ça me donne un moins 1 quart maintenant avec ce produit. Donc, c'est une forme tout à fait semblable à celle de l'électromagnétisme. C'est comme si j'avais 8 copies, c'est-à-dire que j'ai 8 valeurs de A, je fais une somme sur A, et donc pour chaque valeur de A, j'ai une action qui ressemble à celle-là. Je dis bien parce que la valeur de la forme de f menu n'est pas tout à fait la même parce qu'elle contient ces termes quadratiques. Donc, c'est ça le Lagrangien de la QCD. Il a toutes les qualités nécessaires, c'est-à-dire qu'il est invariant de Lorentz, il est invariant de jauge, il comporte des dérivés simples du champ A, donc c'est quadratique dans ses dérivés, n'est-ce pas? Donc, parce que j'aurais des termes comme ceci au carré, si on veut, donc ça me donnerait l'occasion d'avoir une équation d'onde du deuxième ordre, si je fais le principe de la moindre action, si je l'applique. Sauf que ce serait compliqué par la présence de ces termes qui sont quadratiques en F, et donc le Lagrangien serait quartique en A. Ce qui en fait un Lagrangien interagissant, ce n'est pas un Lagrangien qui représente des particules libres. Au fond, donc, quand je l'écris au long, je fais simplement recopier ici, mais je prends la forme précise du tenseur de Faraday pour chaque valeur de A, et j'obtiens ce produit. Donc, bien sûr, j'ai ici deux termes qui, lorsque je les multiplie, me donneraient exactement la même chose qu'en électromagnétisme. J'aurais comme 8 copies de l'électromagnétisme. Ensuite, j'aurais des termes croisés, ça avec ça, ou ça avec ça, qui seraient cubiques au fond, en A, donc qui comporterait une dérivée de A avec un terme quadratique, et j'aurais enfin ces termes ici, qui au total seraient quartiques en A. Et remarquez que les termes cubiques en A auraient une puissance de G, et les termes quartiques en A auraient 2 puissances de G. Donc G ici est une constante de couplage. On peut traiter ce Lagrangien dans la théorie des perturbations. En fait, on peut formuler la théorie des perturbations comme d'habitude, avec des diagrammes de Feynman, des vertex, et ainsi de suite, en traitant les termes cubiques et les termes quartiques comme des interactions qui donnent lieu à des vertex. Donc, on aurait ici une théorie des gluons libres avec perturbations qui sont des interactions entre les gluons. Donc, c'est ce qu'il y a de nouveau dans cette théorie de la QCD qui n'existe pas en électromagnétisme, c'est-à-dire qu'il y a des interactions directes entre les quanta du champ, donc entre l'équivalent des photons, alors qu'il n'y a pas d'interaction directe entre les photons en électromagnétisme. Les équations de Maxwell sont linéaires, et donc les photons se superposent sans interagir, sauf via, possiblement, l'émission de paires d'électrons, positrons virtuels. Mais disons qu'à un simple niveau classique, au niveau de l'action, il n'y a pas d'interaction entre les photons. Alors qu'ici, il y a des interactions entre les gluons. Ces interactions donc mènent à des vertex en théorie des perturbations qui seraient des vertex à 4 pattes, donc 4 gluons, qui viendraient du terme quartique ici. C'est bien sûr que le nombre de pattes dans un vertex reflète
le degré de l'interaction, c'est-à-dire le nombre de facteurs dans l'interaction, ou le nombre d'opérateurs de création et d'annihilation qu'on a dans un terme donné. Donc ici, j'aurai un terme quartique et j'aurai un terme cubique. Alors, je ne donne pas les règles de Feynman détaillées ici. Je fais simplement faire un petit dessin pour indiquer qu'il y a des vertex comme ça et des vertex cubiques. Donc, les vertex cubiques vont porter un facteur G, bien sûr, dans leur expression mathématique, alors que les vertex quartiques porteraient un facteur G au carré. Cette théorie de la QCD est donc assez compliquée à première vue, puisque non seulement les gluons interagissent avec les quarks, comme les photons interagissent avec les quarks ou avec les leptons, mais les gluons interagissent entre eux. D'autre part, on peut se demander, est-ce que la théorie des perturbations est applicable? C'est-à-dire, est-ce que la constante de couplage, donc la valeur de G, est suffisamment petite pour que la théorie des perturbations soit applicable? Ce sont des interactions fortes, après tout. Donc, la question se pose. Et la réponse à cela est assez intéressante. On a rapidement dit, quand on a parlé de l'électrodynamique quantique, que la constante de structure fine n'était pas vraiment une constante, dans le sens qu'on pouvait définir une certaine renormalisation de la charge, c'est-à-dire une constante de couplage qui dépend de l'énergie, qui augmente en fait dans la QED lentement avec l'énergie. Et ça vient de l'effet des interactions, des diagrammes qui sont en particulier le diagramme de la polarisation du vide. Eh bien, ce diagramme de la polarisation du vide, il existe aussi pour les gluons. C'est ce diagramme-ci où un gluon peut émettre une paire quark-antiquark et ça va mener au même phénomène qu'il y a en QED, c'est-à-dire en électrodynamique, à une constante de couplage variable qui, uniquement due à ce diagramme, augmenterait aussi en fonction de l'énergie. Cependant, il y a d'autres diagrammes qui viennent du fait que les gluons interagissent entre eux. Ces diagrammes, qui contiennent les vertex que l'on connaît. Alors, ces diagrammes, en particulier celui-ci, ont un effet contraire à celui-ci. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire diminuer la constante de couplage quand les énergies augmentent. Pourquoi un effet contraire? Eh bien, rapidement, lorsque on a une boucle de fermions dans un diagramme de Feynman, ça vient toujours accompagné d'un -1 qui est relié au principe de Pauli. Alors que si c'est une boucle de boson, on ne l'a pas. Donc, le signe de ces deux diagrammes va être différent. Évidemment, ce n'est pas une preuve très convaincante parce que je n'ai pas mis tous les facteurs des vertex, mais grosso modo, c'est ce qui se produit. Ce qui fait que si on avait à écrire la constante de couplage en fonction de Q, là, on aurait cette expression ici. Alors je me permets d'introduire la notation alpha S. Alpha, c'est la constante de structure fine. Alpha S, pour alpha strong, c'est la constante de structure fine équivalente pour l'interaction forte, c'est-à-dire au lieu d'être E carré sur 4pi, c'est G carré sur 4pi. Donc cette constante forte, constante de couplage forte, aussi dépend de la valeur de l'énergie typique du processus et se comporterait comme ceci. Le NQ ici représente le nombre de quarks. Donc, en fait, il y a 6 quarks. Donc, c'est 2 fois NQ, ça fait 12. Mais j'ai un 33. Le 33 vient de ce diagramme. Donc, et 33 moins 12, ben, c'est encore positif. Donc, le signe est différent que si j'étais en électrodynamique ou si j'avais uniquement les quarks qui contribuent. Et si on isole alpha S, de cette manière, on obtient cette formule ici, où on a quelque chose ici qui représente une espèce de point de soustraction, une constante en fait qui est reliée, qui est une énergie et qui est reliée à la valeur de base de alpha S. On a simplement posé ici que en inversant ça, qu'on avait une certaine ordonnée à l'origine ici, et on lui une valeur, cette valeur-là est expérimentale, bien sûr. C'est comme la constante de structure fine en électromagnétisme, elle a une valeur donnée par, reliée à la charge élémentaire. Et ici, ça va être la même chose, c'est une donnée expérimentale. Et donc, sauf que cette donnée expérimentale, on l'exprime en fonction de cette échelle lambda.
Et cette échelle lambda, elle est difficile à évaluer précisément, mais elle est de l'ordre de 217 mégaélectronvolts. Et ce que cette forme veut dire, c'est que si, premièrement, Q est très grand, énormément grand, beaucoup plus grand que ça, le log ici va être de plus en plus grand. Un log, ça ne croît pas très rapidement, n'est-ce pas, en fonction de l'énergie. Bon, mais supposons que l'énergie est très grande, on aurait un log plus grand, ce qui diminuerait la valeur de alpha S. Donc, alpha S diminue en fonction de l'énergie du processus. Par contre, si l'échelle Q carré devient la même que lambda carré, le log vaut le log de 1, donc vaut 0, et alpha S tend vers l'infini. Donc, c'est un drôle de comportement. On appelle ça la liberté asymptotique. C'est-à-dire qu'asymptotiquement, pour des énergies très très grandes, la constante de couplage, donc la force de l'interaction forte, diminue. Donc, si on devait, par exemple, examiner les processus par lesquels les quarks subissent des reculs importants, donc ils subissent des transferts de quantité de mouvement qui sont très importants, eh bien, l'interaction serait relativement faible à ce moment-là. Les quarks se comporteraient comme des particules qui sont presque libres. Et c'est ce qu'on a observé à la fin des années 60 dans des expériences qu'on a évoquées lors de l'introduction du cours, et au cours desquelles on a émis cette hypothèse des partons au sein des protons, par exemple, que les protons sont faits de petites parties, et lorsqu'on fait de la diffusion inélastique profonde, donc avec un Q carré qui est très grand, et on dirait que tout se comporte comme si le proton était formé de 3 constituants quasi-libres. Par contre, lors des processus de faible transfert de quantité de mouvement, eh bien, au contraire, la constante de couplage a une valeur extrêmement grande. Et donc, on a la liberté asymptotique quand l'énergie tend vers l'infini, et on a l'inverse quand l'énergie tend vers lambda. On a le confinement de la couleur. Autrement dit, l'interaction devient tellement forte qu'il est impossible de libérer les quarks. Les quarks deviennent confinés éternellement dans ces particules qui sont composées de 3 quarks ou d'un quark et d'un antiquark. Bref, dans les particules qui sont neutres en couleur. C'est donc ce phénomène qu'on a évoqué plus tôt. Si on avait, par exemple, dans les interactions électromagnétiques, on a des objets neutres qui ont toujours une énergie plus faible que les objets ionisés, si on veut, mais en pompant suffisamment d'énergie, on arrive quand même à trouver un système, un plasma où les particules sont ionisées, mais en QCD, c'est difficile. On ne peut pas avoir des particules qui sont déconfinées, comme on pourrait dire, sur de grandes distances. Donc, on ne pourrait pas avoir un gaz dilué où on aurait des quarks libres. Mais essentiellement, cette espèce d'état requerrait une énergie extrêmement grande. Et on appellerait ça un plasma, si vous voulez, le plasma de quarks et gluons. Donc, quand je dis qu'on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas l'avoir sur une échelle de temps très longue, simplement en augmentant la pression, par exemple. Donc, il faudrait augmenter aussi la température, si on veut, et mettre beaucoup d'énergie en permanence dans le système pour avoir cet état où les quarks et les gluons se promènent librement. Donc, ce confinement de la couleur fait... et ce qu'on cherchait finalement. Donc, on cherchait une explication pour le fait que des combinaisons de quarks qui ne sont pas des singulets de couleur, qui ne sont pas des états invariants lors des transformations de couleur n'existent pas. Ces particules n'existent pas parce que simplement l'interaction est trop forte pour permettre ce genre de particules à des énergies, c'est-à-dire quand la particule est au repos, par exemple. C'est possible. On peut cependant avoir théoriquement des boules de glu, c'est-à-dire des états qui comporteraient 2 gluons ou 3 gluons qui formeraient un état lié, parce que les gluons, eux aussi, portent de la couleur d'une certaine manière, parce que les gluons ont un indice de générateur, n'est-ce pas? Et donc, les gluons ne sont pas invariants de couleur. En fait, quand je fais une transformation de jauge sur un champ
A, je ne retrouve pas le même champ, je retrouve une combinaison. Donc, c'est important de se rendre compte que, on va revenir ici, mais quand je fais l'équivalent d'une rotation de couleur, bien, j'ai ça ici. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment une rotation de couleur? Oui, ça dépend, enfin, la matrice U dépend de la coordonnée et du temps. Mais même si j'avais une matrice U uniforme, donc constante, comme dans une rotation de couleur qu'on a fait au début de la section, j'aurais une dérivée nulle, d'accord? Donc ça n'existerait pas, mais il me resterait quand même cette partie. Donc, le champ de gluon lui-même n'est pas invariant quand je fais une rotation dans l'espace des couleurs, mais il se transforme de manière double comme ça, pas avec une seule matrice, mais avec deux matrices. Donc on ne peut pas avoir un gluon tout seul, ça ne respecte pas le principe de l'invariance. Par contre, on peut montrer, je ne le ferai pas ici, mais on peut montrer qu'une combinaison de deux gluons, une combinaison particulière de deux gluons et de trois gluons pourrait respecter cette neutralité de la couleur. Et c'est ce qu'on appelle des boules de glu. Malheureusement, elles sont, si elles existent, extrêmement instables et se désintégreraient rapidement en des quarks légers, des mesons en fait, des choses comme ça, parce que leur masse théorique varie entre 1,4 et 5 gigaélectronvolts, ce qui est beaucoup plus lourd que les mesons légers. Et donc, ils auraient tendance à se désintégrer très rapidement dans ces fameuses mesons. Et aucune confirmation expérimentale n'a été obtenue, aucune confirmation solide de l'existence des boules de glu. Alors, comment fait-on pour résoudre, travailler avec cette théorie de la QCD, si la constante de couplage est tellement grande qu'on ne peut pas appliquer la théorie des perturbations? Premièrement, on peut s'intéresser à des processus de très haute énergie où la théorie des perturbations est valable, pas aussi performante que pour la QED, parce que la constante de structure est plus grande, mais si on a une constante de structure fine de l'ordre de 1/10, par exemple, c'est assez pour appliquer la théorie des perturbations sans problème. Donc on peut faire ça, mais uniquement pour les processus de haute énergie. Si on s'intéresse aux processus de basse énergie, c'est-à-dire comment l'interaction forte lie les quarks entre eux pour former des baryons et des mesons, on ne peut pas utiliser la théorie des perturbations, mais on peut faire des calculs numériques. Donc, il existe depuis les années 70 une branche de la théorie de la QCD qu'on appelle la QCD sur réseau. Donc, je le mentionne parce que c'est intéressant, culturel. Donc, dans ce genre de calcul, on prend l'espace-temps et on le discrétise comme une grille. On est habitué aux grilles maintenant, sauf que c'est une grille pas uniquement dans l'espace, mais dans l'espace-temps. Et on définit une version discrète de la QCD qui devrait, quand le pas de la grille tend vers 0, tendre vers dans la limite continue, vers la véritable QCD. Donc, cette QCD sur réseau, elle est approximative, bien sûr, mais on peut la résoudre sur ordinateur par des calculs qui sont assez lourds, qui relèvent de ce qu'on appelle de la méthode de Monte-Carlo. Et quand on fait ça, bon, les calculs initiaux étaient assez décevants parce que les ordinateurs n'étaient pas très puissants dans les années 70 et 80, c'est clair. Mais on a non seulement augmenté la puissance des ordinateurs, mais on a aussi développé cette technique tellement bien qu'on peut, par des techniques reliées à ce qu'on appelle le groupe de renormalisation, compléter cette grille et extrapoler vers des grilles très fines en utilisant justement la théorie des perturbations, puisque plus la grille est fine, plus les distances sont petites, c'est comme avoir des hautes énergies, et donc on peut se servir de la théorie des perturbations pour aider des détails qui sont très microscopiques. C'est uniquement les détails macroscopiques qui vont échapper complètement à la théorie des perturbations. Quand on fait ça, on peut calculer, en fait, les masses de certaines particules qui sont formées de quarks, en se servant d'autres particules comme référence. Donc, c'est ce que raconte ce graphique. On a ici des données qui sont utilisées pour fixer pour fixer les paramètres de la théorie sur le réseau. Ces données sont la masse du pion et la masse du kaon, qui est un méson qui comporte un quark S, alors que le pion comporte des quarks U et D. Le kaon comporte des quarks, un quark S ou un antiquark S avec des U et des D, ou les D. Et il y a la cascade ici, c'est un baryon qui comporte deux quarks S. Et donc, on se sert de ces références. Et ensuite, on calcule les masses des autres particules. Donc, et les points rouges sont l'objet de calcul. Et
les valeurs réelles sont données ici par cette... Ces particules sont instables, donc elles ont une largeur en quelque sorte, donc sont données par les boîtes grises. Donc l'expérience par le trait. Donc on voit que ça marche assez bien pour le méson ρ, pour le K étoile, qui est une espèce de kaon excité, pour les nucléons, donc N ici veut dire proton ou neutron. C'est le baryon le plus léger, donc c'est le proton et le neutron, qui se confondent comme une seule particule ici parce que leurs masses sont très semblables. Le lambda est une particule et le sigma, donc sont les particules étranges ici. Et j'ai le fameux delta, okay, dont on a parlé, qui est une particule avec une très courte demi-vie ou vie moyenne. C'est pour ça qu'il y a une grande largeur ici. Et ainsi que des versions plus énergétiques des sigma et des cascades ou des xi. Et j'ai le fameux oméga qui comporte, lui, 3 quarks S. Et donc, on voit que ça fonctionne très bien. Donc, ces calculs confirment assez bien la validité de cette théorie, de cette QCD, qui est si difficile à résoudre autrement. Dernier sujet sur la QCD, le diagramme de phase. Donc, ce qui est représenté ici, c'est un véritable diagramme de phase, comme en physique statistique, sauf que c'est un diagramme de phase de la matière hadronique. Donc, si on prend un paquet de quarks, on les met ensemble et on fait varier soit la température, donc l'énergie moyenne, si vous voulez, et le potentiel chimique qui est relié à la densité. Donc, si on les comprime, donc plus on comprime les quarks, c'est un peu comme la pression, si vous voulez, plus on comprime les quarks, plus on se dirige vers la droite ici, plus on augmente l'énergie, plus on se dirige vers le haut. Donc, c'est un diagramme de phase théorique. La matière nucléaire, donc les noyaux de la vie courante, sont dans cette phase. C'est un gaz. Et qu'est-ce qu'un gaz, au fond? Un gaz, c'est un ensemble de molécules qui sont éloignées les unes des autres. Eh bien, la molécule ici, qui est un ensemble d'atomes, ce serait l'équivalent d'un noyau, qui est un ensemble de nucléons. Les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Et donc, ces nucléons, ce sont les équivalents des atomes parce que ce sont des quarks liés entre eux, de la même manière qu'un atome est un noyau positif et un électron, ou des électrons liés entre eux. Les molécules sont des assemblages d'atomes, donc les noyaux sont en quelque sorte des molécules du point de vue de la QCD et des quarks. Et c'est un gaz, donc, est formé de noyaux dispersés les uns des autres. Si on arrivait à comprimer cette matière nucléaire, ces noyaux, pour en mettre tout un paquet, en quelque sorte, dans une masse très compacte, on obtiendrait un liquide. Et un liquide, donc, quand le liquide correspondrait à ce qu'on appelle des étoiles à neutrons, donc des objets astrophysiques qui sont essentiellement de la matière nucléaire extrêmement comprimée, qui est surtout composée de neutrons. C'est une espèce de liquide où les neutrons sont très compacts et elles sont proches les uns des autres. Il y a quelques protons aussi à la périphérie, donc ce n'est pas uniquement des neutrons, mais ça correspondrait à une phase liquide pour la matière hadronique. Si on abaisse suffisamment la température dans ce liquide, on obtiendrait un superfluide ou un suprafluide nucléaire. Donc une suprafluidité des neutrons. Théoriquement, c'est inévitable. C'est pas clair que ça existe, mais il y a des indices que ça existe dans les étoiles à neutrons. Si on augmente la température au-delà de cette ligne, eh bien, on passerait dans une phase de plasma, ce qu'on appelle le plasma de quarks et gluons, qu'on peut réaliser, ou qu'on a déjà réalisé dans les accélérateurs d'ions lourds, en collisionnant des ions très lourds comme plomb, par exemple, et pendant un bref instant, donc dans un effet très transitoire et très bref, on a des signes de cet état dans lequel les quarks et les gluons se propagent librement maintenant. Donc, ils ne sont plus confinés, ils sont déconfinés, ils sont à une énergie moyenne qui est bien au-delà de la constante lambda qu'on a vue tout à l'heure. Le fait intéressant, c'est que si on augmentait encore une fois la densité, on arriverait dans cette zone qui est un peu étrange et qui n'a jamais été confirmée par des observations, par exemple, sur les étoiles à neutrons, qui est une phase supraconductrice. Donc, on aurait un supraconducteur de couleur. Donc, la supraconductivité habituelle, celle qu'on connaît bien, c'est en fait un état où les courants électriques peuvent circuler sans résistance. Ici, ce serait un état dans lequel les courants de couleur peuvent circuler sans résistance. Et il y a même deux types
de supraconductivité. CFL veut dire Color Flavor Locked, autrement dit, il y aurait une corrélation entre la couleur et le type de quark. Flavor, c'est la saveur de quark, c'est donc l'espèce, c'est U, D, C, S, etc. Ce sont les différentes saveurs de quark. Et donc, dans cet état où les deux sont en quelque sorte verrouillés, eh bien, la couleur du U serait différente de la couleur du D, et tout ça se combinerait pour former cette espèce de supraconducteur de couleur, alors que dans cette phase première, ici, il n'y aurait pas de verrouillage entre la couleur et la saveur. Enfin, tout ça est fort intéressant. Et bien sûr, bon, c'est culturel pour vous, il ne s'agit pas de... on est vraiment très loin d'être capable de faire des arguments calculatoires pour démontrer tout ça, mais ça vous démontre la richesse de cette théorie, donc de la QCD, pratiquement presque 50 ans après sa découverte. Voilà.